avec IFRS 17, on change tous les postes du compte de résultat et tous les postes du compte et tous les postes du bilan d'une compagnie d'assurance. On change les principes fondamentaux de la comptabilité d'assurance. Il n'y a plus de primes. Dans un compte de résultat IFRS 17, il n'y a plus de primes d'assurance. Dans une comptabilité sous IFRS 17, on comptabilise un peu comme une association communale, c'est-à-dire qu'on comptabilise non plus en engagement, mais en encaissement. Donc on ne comptabilise plus des opérations, mais on modélise des flux futurs. Vous voyez, donc on change totalement de monde. Alors, ça peut paraître surréaliste si on oublie que la situation d'aujourd'hui est surréaliste. Quelle est la situation d'aujourd'hui? Dans la comptabilité FRS d'aujourd'hui, je le dis à nos amis banquiers, nous additionnons, nous assureurs, des primes vie et des primes non-vie, c'est-à-dire en fait nous additionnons du PNB et du dépôt. Et on les additionne tels quels et on appelle ça notre chiffre d'affaires. Ensuite, l'essentiel de nos bilans sont des provisions techniques, des provisions d'assurance. Et la norme actuelle, c'est de dire on n'a pas de norme, on ne sait pas comment faire, donc mettez dans vos bilans IFRS ce que vous mettez dans vos bilans sociaux. Et donc, dans le bilan IFRS d'un groupe d'assurance, il y a des provisions françaises additionnées à des provisions espagnoles, italiennes, américaines, toutes comptabilisées de façon différente. Et puis, et ensuite, notre résultat, c'est essentiellement des variations de provisions, mais comme c'est des provisions qui viennent de toute nature et qui sont avec un mix géographique différent, vous voyez la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui. Donc c'est très embarrassant, et pour tout bon français, la bonne solution, c'est d'utiliser une bonne comptabilité, c'est-à-dire la comptabilité française. Pourquoi ne pas faire une comptabilité? Si tout le monde faisait comme les Français, ce serait sûrement mieux. Alors, malgré tout, finalement, c'était le cas en matière prudentielle, puisque avant Solvabilité 2, il y avait Solvabilité 1, et Solvabilité 1, c'était tout de même peu ou prou les normes prudentielles françaises qui avaient été adoptées par l'Europe. Donc je pense qu'on peut... et elles n'avaient pas failli, à vrai dire. Est-ce qu'on pourrait faire la même chose? Pas vraiment, puisque dans les normes françaises, on a cette même difficulté qu'on additionne des primes d'assurance vie, donc à composante épargne, composante dépôt et des primes de risque. Et puis, pour prendre nos provisions, on a des provisions escomptées, notamment évidemment des provisions de rente et des provisions non escomptées, provisions de sinistres. Et donc on a quelque chose qui n'est pas très défendable. Cyril Roux, il fallait juste rappeler qu'au départ, l'ambition, c'était, là encore, d'essayer de pouvoir comparer de façon plus transparente la situation financière, finalement, de tous les acteurs du marché. Et là encore, l'objectif initial, c'est plus de transparence pour plus de sécurité, entre guillemets. C'est de pouvoir fournir, lorsque ce que dit l'IAS Board, l'IFRS Foundation, c'est très clair, c'est ce que vous dites, c'est-à-dire permettre aux utilisateurs des comptes, aux investisseurs, d'avoir une vision transparente, détaillée et comparable des comptes des assureurs, donc avec un chiffre d'affaires qui ne mélange pas des choux et des carottes, et des provisions harmonisées, des provisions prospectives, comparables. Et une dernière chose, en ne compensant pas les pertes avec les gains pour la fondation IFRS, elle est très frappée par le fait que notre comptabilité permet aux assureurs de dissimuler, à ses yeux, de dissimuler des pertes sur certaines branches d'activité par des gains qui sont réalisés sur d'autres. Alors, la norme IFRS 17, elle est promulguée, elle est censée rentrer en vigueur au 1er janvier 2022, mais elle est encore en chantier. Et qu'est-ce qu'on peut en dire? Outre le fait que donc elle prend des éléments conceptuels quand même
curieux sur la disparition de la comptabilité d'engagement. Est-ce qu'elle réussit à faire ce qu'elle veut faire? Oui. Et là, je crois qu'elle ne réussit pas du tout. En matière de chiffre d'affaires, certes, on ne va plus additionner des dépôts avec de la prime de risque, mais quand on regarde par exemple ce que va être le chiffre d'affaires, l'insurance revenue en retraite, le résultat est totalement incompréhensible. En anglais, on appelle ça a dog's breakfast. Il vaut mieux ne pas traduire. Et puis, en matière de provision ou de comptabilité, on voit qu'on a essayé de tout faire à la fois. On essaye de faire de la communication financière en même temps qu'on fait de la comptabilité générale et de la comptabilité technique. C'est-à-dire qu'on va calculer des provisions à l'aide de triangles, donc on fait de l'actuariat, on suit la profitabilité des produits, puis avec ça devient de la comptabilité, disons, la comptabilité générale, et qui se transforme magiquement en communication financière. Et qui trop embrasse mal étreint. On ne peut pas à la fois faire de l'actuariat, de la comptabilité, du contrôle de gestion et de la communication financière. Et quand on essaye, on arrive à IFRS 17 avec des choses qui sont effectivement d'une complexité considérable et qui ne vont pas permettre d'y voir clair. Le sujet essentiel pour les assureurs français notamment, c'est que comme l'IFRS Foundation est contre la compensation des pertes et des gains, en fait, elle est contre la mutualisation, c'est-à-dire le métier d'assurance. Et donc, on a une norme d'assurance qui dit surtout ne mutualisez pas. Pour un groupe mutualiste, c'est assez embarrassant, et c'est même le cœur de notre métier. La loi des grands nombres, la mutualisation, et même la mutualisation au resco-référence, intertemporelle et pluriannuelle. Et donc on nous dit non, pas du tout. Vous devez faire des cohortes annuelles dans tous vos métiers, même lorsque le fondement de votre métier, c'est de faire de la mutualisation entre générations. Et alors, quant à la comparabilité, je crois qu'on n'en parle plus trop là, parce qu'on est très obsédé ces derniers temps sur les sujets dont j'ai parlé. Mais nous allons avoir le choix de la manière dont nous allons passer à IFRS 17. Et il y a plusieurs options. Et la manière dont on va passer à IFRS 17 va être déterminante quant aux résultats que nous allons faire pendant des années et des années. On peut soit choisir d'avoir beaucoup de fonds propres à la transition et ensuite d'avoir des résultats, juste des résultats courants, ou bien je peux avoir moins de fonds propres et avoir un grand pot qu'on appelle CSM et que je vais faire s'écouler sur la durée de vie des contrats. Et donc, non seulement, quand la norme viendra en vigueur en 2021 et 2022, ça va être le Big Bang, on va se retrouver un peu éberlué, mais ensuite, pendant toute la décennie qui suivra, eh bien, il y aura des assureurs qui videront leur CSM constitué à la provision, d'autres qui auront eu plus de fonds propres. Et ce choix, chacun d'entre nous le présente au conseil, à la direction générale ou au conseil d'administration d'une entreprise et va donner lieu à des résultats qui seront incomparables pour les investisseurs pendant une décennie. Donc, c'est pourquoi je rejoins Bernard Pouy qui disait en introduction qu'il est temps que l'Europe assoie sa souveraineté en matière comptable, à minima fasse des carve-out pour faire de cette norme quelque chose d'à peu près convenable pour l'assurance européenne et à moyen terme bâtisse des European Gap.